Bonjour, bienvenue au Soir Santé. Dans ce nouveau numéro, nous parlerons des drogues et de la consommation des produits psychotropes qui sont une réelle menace de santé publique. L'Algérie vient de lancer sa troisième stratégie de lutte contre la consommation de drogue et pour renforcer davantage les mesures de lutte, un nouveau projet de loi vient d'être intégré rendant obligatoire le dépistage des drogues au milieu professionnel. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui le professeur Younes Biche, chef de service de toxicologie à l'hôpital de Tidir et chef de département de pharmacie industrielle au niveau de la faculté de pharmacie d'Alger. Bon, professeur Zbiche, bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Professeur, quel est le rôle des toxicologues dans ce nouveau projet de loi? Alors, tout d'abord, je tiens à rappeler que le problème de drogue, c'est un problème de santé publique et que tous les professionnels de santé sont là pour répondre et pour prendre en charge le malade, parce que nous, on le considère comme un malade. C'est un malade? Oui, c'est un malade, qu'on est obligé de le suivre, de le prendre en charge et de l'accompagner pour la guérison et aussi pour la prise en charge sociale, pourquoi pas. Et parmi les professionnels de santé, il y a le toxicologue qui joue le rôle de l'expert sur le plan laboratoire pour rentrer dans toute cette dynamique de prise en charge et le dépistage, l'identification des drogues dans tous les différents contextes, soit en urgence toxicologique, soit dans le cadre médico-légal, mais aussi dans le cadre professionnel, le sujet d'actualité en ce moment. Comment va dérouler ce processus de dépistage au milieu professionnel? C'est aussi au niveau des établissements scolaires aussi? Oui, maintenant on parle, il y a eu toute une politique de prendre en charge la toxicomanie en Algérie. Tous les secteurs interviennent dans cette démarche. Et le secteur de la justice, le secteur du ministère du Travail, la santé, du sport, le milieu scolaire aussi. Donc il y a une volonté globale, multisectorielle pour lutter et et surtout prendre en charge ces toxicomanes. Donc maintenant, récemment, il y avait le projet de loi qui a été voté au Parlement. On attend la suite, la publication et surtout les différentes réglementations qui vont suivre, surtout pour encadrer cette opération de dépistage, parce que c'est vrai que ces dépistages, c'est bien, mais il faut que ce soit bien réglementé, bien cadré, bien dans une procédure claire, et surtout que ça va se faire, un dépistage, c'est une analyse toxicologique, c'est une analyse biologique dans le corps humain. Donc sûrement, ça va être cadré dans les structures des établissements de santé, soit publics ou privés. Comment réellement ça va se dérouler Alors, sur le terrain? justement, la loi, elle autorise maintenant le dépistage en milieu professionnel. Maintenant, les procédures, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de points à discuter, surtout à réglementer, soit sur le côté purement scientifique, ce qu'on appelle, les scientifiques vont être appelés à élaborer un consensus scientifique, mais aussi en parallèle un côté réglementaire. Il y a beaucoup de points à réglementer, à mettre en place. Un dépistage en milieu professionnel, il se fait sur deux parties. Soit à l'embauche, avant de recruter quelqu'un, un employeur, il a le droit de demander avec cette loi des tests de dépistage de drogue pour sélectionner les gens qu'il va recruter sur plusieurs critères, y compris la consommation des drogues, qui reste un moyen de filtre, un moyen qui rentre dans la politique de l'entreprise. Ça, c'est à l'embauche. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la toxicomanie au milieu de travail, c'est-à-dire quelqu'un qui déjà travaille, et il a un emploi, il a un employeur, il a un médecin de travail, mais nous on l'appelle, il est addict. Il souffre de cette maladie, je tiens à le rappeler, c'est une maladie. Et là, il y a des procédures pour faire le dépistage à travers le médecin de travail, à travers un laboratoire. Et toute cette procédure, on rappelle on doit en parler, on doit la réguler et on doit tracer toutes les procédures. Parce que
Si c'est négatif, on va dépister les drogues. Si c'est négatif, ça reste négatif, tant mieux. Mais si c'est positif, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que, ce qui est sûr, on ne doit pas aller à la sanction, parce que c'est pas quelque chose de... Il reste un malade, il reste un besoin d'être traité et pris en charge, mais quand c'est positif, on doit s'assurer que c'est vraiment si positif, ça c'est le côté des laboratoires, de toxicologie, mais aussi quand il s'avère qu'il est toxicomane, il est addict à une molécule, toute la prise en charge médicale et l'accompagnement de cet employé. Donc, c'est une problématique qu'on doit en discuter et qu'on doit tracer toutes les règles parce que il y a ce qu'on appelle le secret professionnel. Le médecin, il n'a pas le droit de délivrer, il n'a pas de donner l'information. Donc, cette question de secret professionnel doit être aussi discutée et parlée. Est-ce que l'employeur, il a le droit de savoir que son employé, il prend la drogue ou non? Est-ce que le médecin, il doit informer l'employeur ou non? Et ça, c'est une question que je vais dire, c'est une question d'éthique qu'on doit discuter avant d'entamer tout ce processus. Parce que lui, c'est un malade, il est positif, il doit être pris en charge, il y a un médecin de travail qui le suit, et il y a un employeur. Et tout ce circuit, il doit être discuté, régulé et parler clairement quelle est la procédure. Puisqu'on parle des employés, en dehors de l'alcool aussi, le tabac, c'est des drogues, c'est des addictions. Oui, d'ailleurs, justement, c'est un point très important, c'est quelles sont les drogues à faire dépister. Et là, il y a une recommandation internationale, il y a l'ONUDC, l'Office international de lutte contre la drogue. On a aussi notre office national, l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. C'est vrai quand on va faire un dépistage, quelles sont les drogues qu'on va dépister? Est-ce que l'alcool, est-ce que le cannabis, est-ce que le prégabalin, est-ce que la cocaïne? Il y a plein de substances qui existent sur le plan drogue, mais est-ce qu'on va dépister tout? Est-ce qu'on va prioriser certaines drogues? Mais j'imagine pour l'Algérie, ce qu'on va proposer, c'est qu'on a l'état des lieux de l'Algérie, on a le profil épidémiologique des drogues couramment utilisées, et sûrement cette liste de drogues à faire dépister doit être élaborée pour accompagner le processus. Cette liste, c'est la prégabaline et autres? Oui, en Algérie, on a un profil épidémiologique qui est similaire à certains pays, on n'est pas les seuls. On a la consommation du cannabis, maintenant le phénomène de la prégabaline, on voit tous les jours les quantités des médicaments saisis, c'est un médicament, mais qui est détourné vers l'usage psychoactif de toxicomanie. Donc, on a la cocaïne qui réapparaît aussi dans notre pays ces dernières années. Donc, cette liste de drogues à dépister doit être mentionnée et doit être mentionnée quelque part pour prioriser le dépistage parce que il y a des centaines de drogues qui peuvent exister. Bon, il y a quelques drogues qui sont rares chez nous, mais on va adapter la procédure de dépistage de drogue selon le profil épidémiologique des drogues qui existent en Algérie. Puisque vous dites que ce sont des malades, la prise en charge par la suite, le taux de guérison est important? Oui, alhamdoulilah, en Algérie, on a plusieurs centres de soins de la toxicomanie, ce qu'on appelle les CISA. Il y a aussi des centres de désintoxication répartis sur le territoire national, c'est-à-dire les infrastructures existent, les professionnels existent, et d'ailleurs ils sont en plein travail, ils reçoivent plusieurs malades pour la prise en charge. Et c'est une prise en charge, on va dire, plusieurs spécialités qui rentrent dedans. Il y a les psychiatres, il y a les addictologues, on a des médecins spécialistes en addictologie avec un CES en addictologie. Il y a aussi les complications, les cardiologues, les médecins internistes. Donc il y a des équipes multidisciplinaires pour prendre en charge le malade, l'addict. Et nous, en tant que toxicologues, on rentre aussi dans ce circuit côté laboratoire pour faire ce genre d'analyse. Justement, quel est l'effet des drogues sur le corps et le cerveau des personnes? Ah, vous savez, la drogue, on l'appelle la drogue, hein, c'est une molécule qui perturbe tout le système nerveux de l'être humain. Il y a l'effet en aigu, la perte de conscience, la perte de l'inhibition sociale, la perte de notion de jugement, donc la personne devient une personne étrangère, mais aussi à long terme,
quand on arrive à la dépendance, soit physique, soit psychique, et la personne, elle sort de son caractère humain et elle devient vraiment une pathologie. Nous, qu'on la qualifie parmi les priorités de la santé publique. Quand quelqu'un il est addict, c'est une souffrance clinique, biologique, c'est une souffrance de société parce qu'il va perdre sa famille, il va perdre ses enfants ou ses parents. Et malheureusement, c'est que ça touche une catégorie de notre population, ça touche les jeunes. Et quand on touche les jeunes, c'est la perte de l'emploi, la perte de la production. Donc elle a beaucoup de conséquences négatives sur la violence. On le voit, l'association violence-drogue, c'est une association très significative. Et là, ça reste un grand problème. Donc c'est à nous de prendre en charge ce fléau sur les différents axes, les sociologues, les services de sécurité, les médecins au niveau des établissements. C'est-à-dire tout le monde doit investir et donner tout ce qu'il peut faire pour prendre en charge les addicts chez nous en Algérie. Mais la vulnérabilité de ces personnes diffère d'une personne à une autre, ça dépend de... Oui, sûrement, surtout quand ça touche les jeunes, ça va, surtout maintenant on voit presque des enfants qui consomment certaines substances et là, ce qui est sûr, il y aura des séquelles quand il y a une consommation importante ou qui dure dans le temps, ça va affaiblir leur corps. Et surtout, il y a plein de complications sur le plan médical qui peuvent les affecter à l'avenir. Donc, ils doivent s'arrêter le plus tôt possible pour qu'il n'y aura pas de dégâts par la suite. Justement, comment la prévenir et comment le parent, par exemple, parce qu'il consomme de plus en plus jeune maintenant au collège, comment on peut détecter si son enfant bon, ça commence déjà, pour les parents, ça commence par le changement de comportement de leur enfant. Et, donc, on ne peut pas dire c'est l'adolescence. Oui, ça commence déjà milieu scolaire. On le voit maintenant, tout le monde en parle. En milieu scolaire, ce phénomène, il commence à rentrer, soit au niveau de CUM ou au niveau des lycées. Déjà, il y a un changement de comportement. Déjà, il y a une sorte d'isolement. L'enfant, il sort de la famille, soit dans sa chambre ou à l'extérieur. C'est l'adolescence. Oui, c'est l'adolescence. Donc, les parents doivent... C'est les mêmes symptômes alors? Oui, c'est surtout la violence, beaucoup plus. Parce que la violence, soit sous l'effet de la drogue, soit le besoin de consommer de la drogue. Quand il a un envie de consommer la drogue, il devient très, très violent. Et c'est un signe très, très important de consommation de drogue. Sinon, pour les parents, ils doivent se rapprocher aux professionnels de santé, à un médecin de la famille, au médecin de quartier ou de l'hôpital, pour parler par rapport à leur enfant et quels sont les symptômes observés. Et là, toute la démarche doit commencer déjà pour le diagnostic, est-ce qu'il prend la drogue ou non. Et là, c'est les intérêts la cigarette aussi. La cigarette, c'est la première drogue consommée. Quand on commence avec la cigarette à l'adolescence, on attend la suite. Généralement, on commence toujours avec la cigarette et puis il passe à autre chose. Donc, il y a le premier indicateur. Si on a une notion de cigarette, on doit s'attendre à quelque chose. Et là, la prise en charge doit commencer aussitôt que possible. Et à quel stade parle-t-on de dépendance? Enfin, la dépendance, déjà il y a tout type de dépendance. Il y a la dépendance psychique, c'est-à-dire le corps humain il est intact, mais c'est juste l'envie qu'on doit consommer. On a un grand envie de reconsommer la drogue, c'est purement psychique. Il y a aussi la dépendance la plus dure, c'est la dépendance physique. Et surtout, par exemple, quand on voit les opiacés, l'héroïne, et maintenant on appelle ça tchoutchna chez nous. Et là, c'est la dépendance physique. Là, le corps humain ne peut pas supporter l'absence de la drogue. Il y aura des tremblements des mains, des tachycardies, le cœur ne va pas bien, le cerveau ne va pas bien. Là, c'est-à-dire il y a l'obligation de consommer de la drogue. Ce n'est pas juste une envie, mais c'est l'obligation envers certaines drogues. Là, ça diffère d'une drogue à une autre. Ça diffère d'une mode de consommation. Alors, quelqu'un consomme une fois par an, ce n'est pas quelqu'un comme qui consomme occasionnellement. Donc, ça varie. Et cette dépendance, ça reste soit psychique ou soit physique, ça reste une dépendance et qui doit être traitée par les professionnels. Justement, on peut être dépendant dès la première prise ou il faut... Ça dépend de la drogue. Il y a des drogues qu'on peut les tolérer, qu'on peut arrêter à tout moment. Il y a certaines drogues, 2 ou 3 prises, on ne peut pas
on ne peut pas s'empêcher. Et malheureusement, c'est que les dealers qui vendent les drogues, c'est des gens très très malins. Ils associent toujours une drogue douce, enfin, on va dire, qui ne provoque pas une dépendance, il va la mélanger avec une autre drogue qui fait la dépendance physique pour que la personne, 2-3 consommations, il est obligé d'acheter. Ce mélange aussi, il est très dangereux, non? C'est parce que ce n'est pas des organismes réglementés, ils peuvent mettre n'importe quoi. Donc, ils font ce mélange pour que la personne qui prend la drogue, il sera obligé de reconsommer encore. Et quels sont les risques d'overdose? C'est le décès. On a beaucoup de décès quand on voit les services. Moi, personnellement, je ne peux pas donner les chiffres, mais les collègues de médecine légale, ils ont beaucoup de cas de plus en plus de décès par les overdoses. Il y a des cas où, pendant l'injection de l'héroïne, ils trouvent la personne où la seringue, la main, lui, il est décédé. Donc, c'est le moment de l'injection, il rajoute une dose qui dépasse et le risque, c'est le décès. Quand on dit overdose, c'est une quantité plus que son corps peut supporter? C'est ça, c'est l'overdose. Il a atteint une dose qui n'est pas vraiment toxique, mais qui dépasse la toxicité, c'est la dose mortelle. Soit il l'injecte de façon rapide, une grosse dose infectée rapidement, ou répéter plusieurs doses. Une petite dose, il la répète pendant la journée. Et ça crée une dose mortelle et on perd le malade. Il y en a souvent de cas comme ça chez nous. Et les médecins légistes, à chaque fois, ils communiquent ça, ils communiquent ce genre de phénomène, que non seulement il y a le fait de la drogue, mais aussi le risque de l'overdose, et le patient décède en quelques minutes. Donc les campagnes de sensibilisation sont défaillantes? Je ne dirais pas défaillantes, mais on doit renforcer les campagnes de sensibilisation à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça ne doit pas se limiter à une affiche qu'on va mettre dans un mur. Non, on doit rentrer dans la vraie société, les différentes catégories, chez les jeunes, chez les lycéens, dans le milieu de travail, dans les cafétérias, dans les hôtels, et on doit changer un peu le mode de sensibilisation. On ne doit pas rester dans le système classique, ou une affiche ou un spot publicitaire. Là, il y a beaucoup de jeunes qui ne regardent pas la télé, qui ne vont pas... Donc, on utilise maintenant, il y a les réseaux sociaux qui envahissent notre vie quotidienne. Pourquoi pas utiliser ces réseaux sociaux dans la campagne de sensibilisation et arriver jusqu'au consommateur. Ça ne sert à rien de rester dans son bureau et faire une affiche et la mettre. Le contraire, il faut aller chez le consommateur, dans son milieu, soit dans les hôtels, dans les milieux scolaires, dans les petits quartiers, et aller chez eux et faire le travail de sensibilisation par la même catégorie. On dit toujours, il faut toujours la même catégorie et la même caractéristique de la population. Par exemple, s'il y a des jeunes scolaires, ça serait bien qu'ils soient sensibilisés par la même catégorie. Je ne ramène pas un vieux pour parler avec des jeunes qui ne comprennent pas leurs vrais problèmes, parce qu'on doit avoir le même langage déjà. Tout à fait. Ça ne sert à rien de parler sur un langage et eux, ils ont l'autre. Ils ne le comprennent pas. Donc, il faut utiliser tous les moyens chez nous, en Algérie, pour arriver à cette population et discuter avec eux. Parce que quand on nous a enseigné la dictologie, on nous a dit qu'il ne faut jamais dire à un consommateur de drogue « arrêtez de consommer ». Parce qu'il le sait déjà. Oui. Quand on lui dit voilà, arrête de consommer la drogue, c'est pas bien pour la santé, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus? Je sais, je suis conscient que c'est pas bien. Donc il faut rentrer dans sa vie, quels sont ses problèmes, et discuter avec lui et proposer la solution. Parce que la solution, la vraie solution, ça doit commencer par l'addict, pas par le... C'est-à-dire, nous, on est là pour l'accompagner. S'il décide d'être guéri, on est là pour l'accompagner. On n'est nullement dans le jugement, on ne juge jamais quelqu'un qui prend la drogue, mais beaucoup plus pour l'aider pour sa décision à lui. Parce que là, ça ne sert à rien quand il y a beaucoup de parents, ils dorment, tout ça. C'est ça, ça donne rien. C'est pas efficace, on va dire. C'est vrai, oui, les parents, mais c'est pas très efficace. Il faut qu'on rentre dans le vrai problème. On voit l'environnement de son enfant, quels sont ses amis, pourquoi il consomme cette drogue, il y a un problème quelque part, il faut traiter la source pour pouvoir aider. Et ça doit toujours être la décision du malade
Et nous, on est là pour l'accompagner. Généralement, c'est ça. Est-ce que c'est un ami qui donne à son ami la drogue ou c'est la personne qui cherche elle-même à s'en procurer leur Oui, première c'est prise? ça. Il y a toujours l'environnement. C'est toujours autre changer l'environnement. Il y a une étude qui a été publiée, je pense, en Tunisie, qui ont prouvé que le changement de l'environnement de l'addict, il améliore avec un pourcentage, j'ai oublié le chiffre, très très significatif son addiction par rapport à une structure de santé. C'est-à-dire si les parents déménagent, si les parents changent les amis, changent Donc là, il y a un grand pourcentage. Dans le même environnement, la structure de santé ne peut rien faire aussi? Il doit être complémentaire. Oui. Ça ne sert à rien qu'il voit un médecin le matin, il revient avec ses copains le soir. Donc l'environnement, c'est un facteur très très important pour la prise en charge du patient. Il ne faut pas juste, au niveau de l'hôpital, je parle avec lui, après je passe au deuxième patient, lui il sort, il va rentrer chez lui dans le même environnement. Donc on va orienter la sensibilisation beaucoup plus dans l'environnement et aussi il faut rajouter le côté professionnel de santé. Aujourd'hui, vous les professionnels de santé, vous êtes associés à l'élaboration des stratégies nationales? Oui, bien sûr, on travaille chacun déjà dans son service, dans son hôpital, mais aussi il y a le comité national du ministère de la Santé pour la toxicomanie. Il y a un grand projet, il y a eu un grand projet de la nouvelle molécule, la méthadone, pour traiter les patients addicts aux opiacés. C'est efficace? Oui, c'est très efficace et ça donne vraiment des bons résultats. Ça fait maintenant, on est à je pense, la 3e année ou la 4e année. Et vraiment, les gens, déjà, il n'y avait pas ce traitement, maintenant il existe en Algérie. Et on voit très bien l'amélioration de santé de l'addict, mais aussi de sa vie quotidienne. Il s'améliore. Ils ont regagné leur boulot, ils ont regagné leur vie familiale. C'est-à-dire, il était isolé, mais maintenant il est avec sa femme et ses enfants. Donc c'est vraiment. Et les cas de rechute, il n'y a pas? Sûrement, il y a toujours des cas de rechute, mais la rechute, il est déjà programmé dans la prise en charge. On sait qu'il va rechuter. On sait qu'il est. Qu'est-ce qu'il fait qu'il va rechuter? D'ailleurs, on programme le patient à la rechute. Mais si vous allez rechuter, vous allez prendre sûrement, quand il y a un nouvel environnement, certains médicaments, certaines drogues ou certains médicaments. C'est pas grave, il ne faut pas juste continuer comme ça. Il faut revenir au programme et c'est-à-dire la préparation de la rechute fait partie de la prise en charge. La tentation est toujours là, non? Oui, la tentation est toujours là. On le voit chez nous, hein, on s'abstient. Je ne prends pas du jus ou de limonade pendant 6 mois et après un jour, je suis tenté. Et c'est la même chose, c'est le même phénomène. La stratégie de lutte nationale est basée sur la prévention, le traitement et la dissuasion. Oui. On peut dire qu'elle est efficace aujourd'hui? Pourquoi pas, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est-à-dire il faut taper sur toutes les portes et la sensibilisation, l'information, tous les secteurs doivent le faire. La prise en charge sur le plan médical, le dépistage déjà, ça fait partie de cette stratégie. Le dépistage dans tous les niveaux, au milieu scolaire, maintenant au milieu sportif, j'ai vu l'instruction qu'il y a au milieu sportif, on doit contrôler les sportifs. Et au milieu de travail, je pense que c'est une très bonne chose pour nous. C'est juste qu'on doit cadrer les choses, réglementer de plus en plus la procédure, parce que il faut comme j'ai dit tout à l'heure, il faut discuter, il faut parler qui va faire ces dépistages, quels sont les laboratoires agréés pour le faire, quels sont les tests qu'on doit le faire, est-ce que c'est juste le test rapide qu'on le fait ou dans un laboratoire de toxicologie, parce que le test rapide, il y a aussi des faux positifs et des faux négatifs. On ne doit pas statuer sur quelqu'un sur une base de test qui a des faux positifs. Et là, il doit avoir un laboratoire de référence qui va contrôler les cas de positivité, donc le laboratoire de toxicologie qui vont le faire. Il y a aussi la notion de la vie privée, parce que ça, c'est une autre question aussi. Quand quelqu'un consomme la drogue pendant le week-end et après la drogue reste toujours dans son corps. Oui. Le dimanche matin, on lui fait un dépistage, il est éveillé, il n'y a pas de souci. Justement, elle reste combien de temps dans le corps? Justement, ça dépend de la drogue. Il y a des drogues qui disparaissent rapidement, il y a des drogues comme le cannabis, il reste 1 mois. Ah oui. Jusqu'à 1 mois pour certains consommateurs. Donc, cette notion de la drogue, le temps qu'elle reste dans le corps, doit vraiment être discutée. Parce que moi, quelqu'un prend des vacances pendant 15 jours, il va consommer une drogue, c'est pour
c'est dans sa vie privée. Après les 15 jours, il rentre au milieu de travail, on lui fait un dépistage. Et après, on trouve la drogue, ça fait trois semaines. Est-ce qu'on va le considérer comme positif, négatif? Justement, la périodicité aussi des tests. Voilà, donc ça, quelle est la matrice? Est-ce qu'on va dépister juste dans les urines? Il y a la salive, il y a même le dépistage dans les cheveux pour voir vraiment la consommation. Il y a des endroits où on peut trouver la drogue et pas dans d'autres? Oui, ça dépend de la cinétique de la molécule. Elle passe dans le sang, la salive, le sang, après elle part dans les urines, après elle reste à petite quantité dans les cheveux. Donc, quel est le meilleur moment pour le faire de dépistage? Et quand on trouve la drogue, on va la quantifier, on va chiffrer la concentration dans le sang. Quels sont les seuils où on déclare c'est incompatible avec le travail ou c'est compatible avec le travail. Donc tous ces points doivent être discutés, j'ai dit tout à l'heure, dans un consensus scientifique. Il y a des gens qui doivent élaborer les seuils. Voilà, à partir de 300 ou 500, il ne peut pas être compatible avec le travail. Inférieur à 500, la drogue, elle est là, mais il peut travailler quand même. Donc, qui va fixer c'est les scientifiques. D'ailleurs, justement, la dernière fois, on était à la journée sur la drogue, la toxicomanie à Oran, et on a parlé sur ce consensus qu'on doit élaborer rapidement pour accompagner cette politique de prise en charge. Et aussi, un autre point que je dois le dire aussi, la budgétisation qui va payer ces analyses. Oui. Est-ce que c'est l'employeur? Est-ce que c'est l'employé? Est-ce que c'est le ministère de la Santé? Elle a un budget pour les malades, c'est pas pour les travailleurs. Oui. Donc toutes ces questions, ils doivent être posées, discutées, c'est-à-dire sereinement, et avec tous les intervenants qui rentrent dans cette stratégie globale de prise en charge de l'addiction. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Avec un plaisir. C'est un grand travail, non, que vous attend? Oui, un grand chantier. Et le seul objectif, c'est prendre en charge les gens qui sont sous l'effet de drogue. Je répète que ce sont des malades. Et préserver leur emploi aussi. Parce que quand on perd un emploi, on perd la production, on perd une famille, on perd... Donc nos objectifs, c'est la santé d'abord, et puis aussi l'emploi des gens. Bien. Merci beaucoup pour votre... Avec un grand plaisir. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.